clairement, c'est de la faute d'Emmanuel Macron et de son gouvernement qui ont fait que de s'enrichir pendant qu'ils nous dépouillaient, nous. C'est-à-dire, expliquez votre raisonnement. Il a eu les clés du coffre, Macron, il a les clés du coffre et puis il s'amuse avec notre argent. On entend quand même qu'on doit faire, nous, des économies alors que eux se goinfrent réellement. Comment on peut dire la même journée qu'on doit se serrer la ceinture et nous, on entend qu'il y a des augmentations de frais de fonctionnement de 300 et de 700 euros. Monsieur Macron, il voulait l'Élysée. Oui, les députés, les euros. sénateurs. Oui, exactement. Monsieur Macron, il voulait l'Élysée pour 2153 euros. Mais on a vu quand même qu'il a réduit lui-même son loyer. C'était bien plus avant du temps de Hollande. Non, mais c'est vrai que le budget de l'Élysée ne cesse de progresser, les dépenses de l'Élysée également. Le gouvernement Borne, le précédent, c'était le gouvernement le plus cher de la Ve République. On avait calculé avec le nombre de ministres, de secrétaires d'État, de conseillers pourtant on les a limités, mais c'était le plus cher de la Ve République. C'est vrai que moi, c'est ça qui me frappe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Sophie, mais on nous avait vendu un Emmanuel Macron venant de chez la banque Rothschild, un bon gestionnaire, quelqu'un qui savait ce que c'était l'argent. On disait le Mozart des finances, et puis finalement, on se retrouve avec peut-être le président le plus dépensier de la Ve République. Exactement. Quand j'ai acheté son bouquin Révolution, au final, il a un titre prémonitoire, ce monsieur. C'est ce qui va provoquer la révolution. Il est en train réellement de tous nous mettre en l'air au niveau. Mais est-ce qu'on n'est pas... Non, mais attendez, c'est intéressant ce qu'elle dit, parce qu'elle parle de révolution. On voudrait tellement, Sophie, mais moi j'ai bien peur, pour avoir été quand même au cœur des batailles, j'ai bien peur que les Français soient un peu léthargiques. Mais Sophie, est-ce qu'on n'est pas nous-mêmes un peu paradoxaux, les Français ? C'est-à-dire que dès que, vous voyez, le prix de l'essence monte, on dit au gouvernement faites-nous un chèque. Dès que le prix de l'électricité monte, faites-nous un chèque. Regardez bien, personne ne réclame les chèques. Nous, ce qu'on veut, c'est juste être payé et justement que notre travail paye. C'est pas logique. C'est vraiment pas normal. Moi, aujourd'hui, on est clair, on a 4 enfants à la maison, on est une famille recomposée. Mon mari et moi, on mange pas le midi, on mange que le soir. Ah bon ? Donc moi, le fait de serrer la ceinture, on l'a déjà. Et vous travaillez tous les deux ? Non, elle est en reconversion. Lui, il travaille et puis moi, je suis en reconversion. Donc c'est vrai que du coup, c'est un peu compliqué. Ma situation, elle est particulière. Mais c'est ubuesque. Réellement, c'est n'importe quoi. Mais vous ne voulez pas d'aide. En fait, ce que vous dites, on veut des salaires, de bons salaires. Ben oui, voilà. Et laissez-nous vivre. Moi, aujourd'hui, ce qu'on me propose comme emploi, parce que même si je suis en reconversion, forcément, on me propose des emplois. On me propose des emplois à moins de 1 500 euros. Je fais comment ? Mais d'où aujourd'hui on pourrait fournir des horaires. Dans quel domaine Pour le coup, je regarde sur mon ancien métier, formatrice, donc formatrice d'adultes et formatrice de formateurs. J'ai du co-numérique. D'accord. Donc quand je regarde ces missions-là, aujourd'hui, c'est très mal payé. Je suis en reconversion parce que de toute façon, ça c'est autre chose. C'est mon métier qui me... Ouais, j'ai fait un burn-out, etc. Mais vous avez envie de autre chose. Voilà. Vous habitez où, Sophie ? Comment ? Vous habitez où ? Dans le 91 en Essonne et je suis en plein déménagement parce qu'on part dans le Gers. Pour tout vous dire, on a ras-le-bol de la région parisienne, on a ras-le-bol d'être taxé, de tout payer trop cher. Moi, je vois mon frère qui habite dans le Nord et j'en ai un autre qui habite à Tours. Il y a beaucoup plus de plans des merdes, il y a du troc entre les habitants, il y a même des monnaies locales. Il y a des systèmes B comme ça qui fait qu'on arrive à un petit peu mieux s'en sortir. Oui, donc en fait, maintenant, on cherche des plans de débrouille, quoi. C'est la France de la débrouille, quoi. C'est clair. Mon mari cumule 2 emplois. C'est l'exode rural à l'envers, en fait. Parce qu'il livre des courses alimentaires, il prend des petites courses comme ça. Et moi, c'est pareil, je fais du repassage. Ils ont quel âge, vos enfants ? Ça va de 18 ans à 6 ans. Ah oui, et donc oui, c'est des enfants à charge. Sophie, vous êtes la Française qui en a ras-le-bol, quoi, en fait, aujourd'hui. Franchement, ras-le-bol. J'entends ça. Et qui avait lu le bouquin d'Emmanuel Macron, Révolution, et vous nous dites c'est ce qui va récolter. Sophie, on va écouter un autre témoignage. On va aller dans le Rhône. Restez avec nous, Sophie, celui de Daniel, qui est ingénieur. Comme vous, il est ingénieur automobile. Bonjour, Daniel. Bonjour à l'équipe. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, aujourd'hui, selon vous, Daniel, à avoir autant de déficits et autres, alors ? À qui la faute ? Je vais vous répondre une chose. Cet été, enfin l'été dernier, j'ai lu un livre de Agnès Verdier-Moulinès, que j'adore, voilà. Oui. Qui explique les choses très clairement. Moulinex. Voilà. Donc, déjà, j'invite tous les auditeurs à lire ce livre parce qu'il est vraiment passionnant. Mais on l'avait reçu d'ailleurs. Oui. Voilà, tout à fait. Alors, pour vous dire, moi, je sors d'une banlieue de Vaux-en-Velin, qui s'appelle la Carpinière, etc. J'ai passé un CAP horticole. Et puis, petit à petit, je me suis jamais contenté de ce que j'ai. Je suis devenu ingénieur en automobile, etc. Félicitations. Voilà, merci. Il faut donner les moyens aussi. On touche actuellement avec ma femme 12 000 euros. C'est bien, vous faites partie de ceux qui sont vraiment les plus aisés. Oui. On est riche. Oui. Donc, sur les 12 000 euros, on paye à peu près 4 500 euros d'impôts.
par mois, d'accord. On a récupéré nos petits-enfants parce que les parents étaient incompétents dans l'éducation des enfants. Donc, pas besoin de vous dire que là-dessus, on paye tout. On n'a aucune aide, on n'a rien. Bien sûr. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, on se dit, je vais prendre mon exemple. J'étais embauché chez Renault pour faire des économies. Voilà. Donc, pas des économies sur le personnel, etc., des économies sur la façon de faire fonctionner les machines. Ouais, avec mon équipe, on a réalisé des économies, effectivement, pour faire fonctionner les machines en temps, en heures différentes, etc., etc. Aujourd'hui, l'État dépense de l'argent à tout va, d'accord, mais il ne priorise pas. Oui, c'est la masse. Ouais. Comment ? C'est de la masse. On fait de la masse, quoi, en fait. On fait de la masse, on ne priorise pas. Donc, il y a plein de niches fiscales qui sont inutiles, qui ne correspondent à rien. Je prends par exemple la niche fiscale sur les beaux-arts. Voilà, par exemple, ça c'est une belle niche fiscale qui, je ne pense pas que M. Marchal ou M. Poncet a un grand tableau chez lui d'une grande valeur, etc. Moi, personnellement, j'en ai pas non plus. Et pourquoi pas Pourquoi pas soutenir l'art ? Enfin, je ne suis pas d'accord. Oui, non, mais attendez. Ouais, mais tu vas dans chaque niche, il y a un chien qui aboie. Ah oui, c'est-à-dire on t'achète, soutenir l'art. Alors qu'actuellement, moi je vois dans mon entourage, je vois les parents d'élèves, etc. Il y a des gens qui se saignent parce qu'ils ne peuvent pas payer l'électricité, ils ont du mal à payer, ils ont du mal à joindre 2 mois. C'est une niche, franchement, qu'on peut s'en passer. Donc vous dites, il faut regarder cas par cas, regarder toutes les niches fiscales, regarder là où on peut gratter, c'est ça. Voilà. Parce que je vais vous dire ce qui va se passer. Et ça, j'en suis sûr et certain. On va faire des économies. Mais attendez, dans le mot économie, il y a économie et économie. Donc il y a les économies qu'on fait, des économies structurelles, c'est-à-dire que on décide par exemple de regarder des niches fiscales, etc., sans pour autant moi embaucher d'infirmiers, de policiers, etc., etc. Et de l'autre côté, on va faire des économies, on va augmenter les impôts. On ne sait pas encore. Ce matin, Pierre Moscovici disait que ça sent pas bon, il ne faut pas qu'il y ait de tabou. Ouais. Mais Daniel, ce que je remarque, en fait, faudrait faire un audit, c'est ce que dit Daniel, un audit pour voir vraiment. Ça s'appelle la Cour des comptes. Où est-ce qu'on peut renier, il y a une administration pour ça. Faire des économies. La Cour des comptes, moi j'y étais une fois, et je vous garantis, cette envie d'aller là-bas, j'y étais sur l'époque de la réforme des retraites en 2019. Ils nous avaient reçus pour savoir un peu ce qu'on voulait. Et c'est beau. C'est beau, c'est très beau parce que c'est les heures de la République. En face de toi, t'as des messieurs un peu liquides, t'as un peu de tout, et en fait, tu sais quoi, ça sert à rien. Tu leur fais un exposé, derrière ils te disent, et puis après ils te disent, c'est monsieur un tel qui va s'occuper de ça, et basta. Et en fait, ils te reçoivent et je ne sais pas à quoi elle sert. Donc c'est ceux qui font des audits, ils n'ont pas dû aller se balader dans les lycées à Saint-Denis où il y a des rats, où il n'y a pas de toit. Ils n'ont pas dû aller dans les hôpitaux, on a fermé tous les lits pour laisser les gens mourir dans les couloirs. Je veux dire, franchement, ces gens-là, s'ils font des audits, ils les font par télépathie. Et d'ailleurs, le gouvernement les respecte pas puisqu'il préfère commander des audits à McKinsey plutôt qu'à nos fonctionnaires. Oui, bon, okay. Stéphane, oui, t'as raison. Juste en face de BFM, vous avez ce qu'on appelle le Pentagone français. Ministère de la Défense. Voilà. Il y a de quoi accueillir tout le ministère des Armées dans ce ministère. Aucun ministre des Armées n'a voulu y aller depuis que ça a été construit. C'est vrai que c'est plus sympa, l'hôtel Bruyère dans le 7e, avec un très beau jardin. C'est quand même beaucoup plus sympa. Mais juste en face de BFM, vous êtes en capacité. D'accord, donc on vend nos bâtiments publics, les ors de la République au Qatar. Je dis pas qu'il faut le vendre. On installe les ministres en périphérie. Mais c'est pas ce que je dis. Je suis d'accord avec Stéphane. J'ai jamais compris pourquoi on devait loger nos ministres dans des hôtels particuliers. Non, le ministère. Mais donc on les vend. Mais donc on les vend à qui? On les vend au Qatar. Moi, je pense que ça les rend hors sol. D'accord. Moi, je pense qu'un ministre. Alors, pardon, je vais faire ma minute populiste. Mais un ministre qui arrive, on lui donne un chauffeur, on lui donne des conseillers, tout d'un coup on lui donne un hôtel de la République, c'est des hôtels particuliers magnifiques, c'est les musées, c'est sublime dans le 7e arrondissement, et donc le type après on lui explique, maintenant il faut que tu sois proche des Français, il faut que tu comprennes la réalité des choses. Je ne dis pas qu'il doit vivre comme un smicard, mais à un moment donné il y a un décalage total. Dans les pays du Nord, les ministres ne sont pas dans des hôtels particuliers du 7e arrondissement, du 16e siècle ou du 17e siècle. En mars avec la carte bleue du truc, ils se retrouvent en zonzon. Peut-être un peu plus de simplicité, un peu plus de proximité avec les gens, et je pense que ça les rend dingues, ça les rend hors sol, et après ils se battent pour rester dans ces. Ils ont un appartement de fonction ou pas? Mais bien sûr, oui, 20 mètres carrés par enfant. Non, mais donc, non, je sais bien. Selon toi, il faut leur donner un appartement de fonction ou on les laisse ils ont pour se payer. Attends, c'est pas un logement de fonction, c'est le ministère. Oui, dans leur ministère, avec mais en même temps, ses équipes, ses collaborateurs qui est là-bas. Moi, je dis simplement qu'il y a un il y a le Pentagone qui a été construit en face. Rationalise. Mais c'est pas que le camp, c'est tous les ministres de la Défense. Hier, je vous aurais dit, c'est normal, les ministres, ils travaillent jusqu'à pas d'heure et ils se lèvent à pas d'heure, donc il sait bien.
C'est bien qu'il travaille à domicile. Comme en boulanger. Flora, j'ai envie de pleurer. Mon boulanger travaille aussi à pas d'heure. Attends, laissez finir Flora. Hier, je vous aurais dit, c'est bien parce qu'ils ont besoin de recevoir, d'être chez eux tout le temps, etc. Enfin, de travailler depuis le ministère, de vivre depuis le ministère. Aujourd'hui, malheureusement, vu que Macron a supprimé tous les corps intermédiaires, y compris quand même la charge de travail de beaucoup de ministres qui ont assez peu de pouvoir. Flora a été appelée pour un ministère. Flora a été appelée pour un ministère. Alors ça risque pas. Gabriel l'a appelée. Stéphane, ça m'étonne de toi parce que je te connaissais plus fin stratège. T'as pas remarqué que le président de la République n'aime que, c'est la prime à la loyauté, la servitude totale. Une grande gueule comme moi n'a absolument pas sa place dans son équipe. Non. Mais je me disais que tu défendais tellement ce beau ministère avec tout le service, etc. Je dis tiens, t'as été appelé.